Sword and Baguette. Bonjour, bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve dans cette vidéo pour vous parler un petit débrief comme on avait fait pour le tournoi d'Angoulême. Alors là vous allez voir, ça va se croiser un petit peu entre les débriefs du tournoi de Domazan 2v2, le Mordel 2v2 et aussi juste après le 5v5 de Domazan. Voilà, ça va se mélanger un petit peu dans tous les sens. Ce qui compte en fait c'est d'avoir les retours des tournois différents, et il y a peut-être même une ou deux vidéos qui vont sortir suite à des débriefs de tournois en ligne. Enfin bref, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, je suis avec ChessWiki, que je vais appeler Chex parce que sinon à un moment ça va se barrer en sucette, ça va se terminer en ChessWiki ou un truc comme ça, donc je préfère partir sur Chex. Bienvenue à toi et puis merci d'être là. Merci à toi. Écoute, bonjour à tous. Et ouais, effectivement, tu serais pas le premier à écorcher mon pseudo, donc t'inquiète pas, je ne me vexerai pas. Ouais. De toute façon, comme d'habitude, hein, j'ai là, comme on disait à la préparation, au pire des cas, si tu t'énerves, je couperai et je passerai pour un mec super drôle. Donc moi, ça me va. Donc au niveau du plan, en fait, il y a une partie où je vais me taire un peu. Donc tu vas te présenter, toi, ton background hobby, ce que tu as fait avant ce tournoi-là. Je ferai un petit rappel de la présentation du tournoi hein, pour ceux qui ont oublié, parce qu'on est sur des tournois qui ne sont pas standards du tout. On est sur un format bien particulier. Ensuite, on fera le point donc, sur toi pendant le tournoi, donc tes objectifs perso, ton armée de toi et de ton teammate, hein, c'est du 2v2, on le rappelle. Le débrief, donc partie par partie, tu vas nous faire ton retour, comment tu te souviens des choses, etc. Les adversaires que tu veux insulter, mépriser, etc. C'est à ce moment-là. Après, attention, ça reste une petite communauté. Puis après, voilà, ton retour sur le tournoi, comment tu l'as vécu au global, et puis ton avis sur The Old World, hein, qui a maintenant 12 ou 13 mois, là, bientôt 15 mois, un pépère. Hein, c'est un bébé qui commence. Bon, il sera pas encore propre tout de suite, mais il y a eu un effort. Et puis voilà, donc ça sera à toi de parler. Donc si ça te va, on commence par la partie présentation du joueur. Donc en fait, voilà, ChessWiki, qui es-tu? D'où vient ton pseudo? Et quel est ton background hobby? Alors, on va commencer par casser le mythe tout de suite. Mon pseudo vient, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub, donc on va éviter de le citer, d'un fournisseur d'accès Internet qui m'a envoyé mon mot de passe, le mot de passe à usage unique de connexion. Et ce mot de passe était ChessWiki. Et quand je l'ai lu, je me suis dit que ça ferait un super pseudo. Bah, c'est incroyable. Donc je l'ai gardé. Voilà. Voilà. Tu dis que c'est pas. Non, mais c'est fantastique. Alors, je sais pas quel fournisseur d'accès c'est, mais c'est fantastique. Ah ouais, j'ai eu des mots de passe, tu sais, les premiers mots de passe de chez Free, c'était des locutions latines qui Ouais, balançaient en et foutant. c'est celui-là. D'accord, bah écoute, Xavier Niel, merci à toi pour ce magnifique pseudo. Voilà, donc tout simplement. Ensuite, pour le hobby, donc moi j'ai commencé alors de mon point de vue, je dirais il y a longtemps, je vais me faire tomber dessus par tous les vieux de la vieille qui vont dire petit genou. J'ai commencé en 2003 avec les éditions Atlas et Le Seigneur des Anneaux. Donc je tenais à profiter de cette vidéo pour m'excuser, puisque au resto, je t'avais soutenu que c'était sorti fin 2001, voire 2002, et non, c'était bien en 2003. Je Ouais, ne suis pas un si... tu es pardonné, tu es pardonné. Donc, moi j'ai commencé avec Le Seigneur des Anneaux, j'ai grandi dans ce qu'on peut appeler un trou paumé, ce qui fait que j'avais une très petite communauté de hobbyistes. En fait, on était 6, et sur les 6, il y en avait 5 qui jouaient à 40K. Donc, quand je suis arrivé avec mes idées de faire du médiéval fantastique, j'ai fait du 40K, en fait. J'ai fait du 40K pendant tout mon collège, pendant tout mon lycée, et une fois que j'ai commencé à être étudiant et à aller dans une ville où il y avait une plus grosse communauté de joueurs, j'ai fait du 40K parce que j'avais pas les thunes pour rentrer dans dans un autre univers, en fait. Et une fois que j'ai eu enfin de l'argent, que j'ai fini mes études, que j'ai pu passer une trop grosse partie de mon salaire en petites figurines en plastique, ils ont arrêté Battle. Voilà, donc en fait, moi, je suis
l'amoureux et conduit de Battle et j'ai commencé donc Battle et le Warhammer Fantasy entre guillemets avec The Old World. Du coup, il y a un peu moins d'un an, puisque là on est, je sais pas quand tu publieras, mais globalement j'ai fait ma première partie de The Old World en juin 2024. Donc logiquement, si je suis pas trop à la bourre niveau montage et que les autres vidéos sortent à peu près, parce que là on est dans un trou, un soir d'une baguette, au moment où on tourne, j'ai 4 émissions de tournée, il y a tout à monter, il y a un rapport de bataille qui est en cours de finalisation. Donc je suis à la bourre, mais je me suis dit, je sors le rapport de bataille avant toutes les autres vidéos, sinon il sortira jamais. Mais si on n'est pas trop mauvais, ça devrait sortir au pire des cas la troisième semaine de mai. Donc voilà, tu vois, ça va pas trop être à la bourre. Il y aura pas encore un an. Tu n'auras pas encore un an de World dans les pattes à ce moment-là. Donc voilà, je n'ai pas encore un an de Old World dans les pattes. Par contre, depuis que je m'y suis mis, j'ai dit ciao à tous les autres univers. J'avais continué un peu de garde impériale sur 40K de manière très approximative. J'ai complètement arrêté. Je suis full The Old World maintenant, malgré la tonne de figurines en plastique qui dort dans mon garage. Ouais, bah, je pense qu'on est. C'est ce que je disais avec Phil il y a pas longtemps. The Old World, c'est une espèce de maison de retraite pour les joueurs de 40K et Necromunda, c'est une maison de retraite pour les décors de 40K. C'est-à-dire que. Mais ouais, bah, on est beaucoup dans ce cas-là. Alors, certains l'ont pas fait de force. Hein. C'est pas forcément un syndrome de Stockholm d'avoir joué à 44 pendant des années. Mais ouais, on est. Ah, mais il y aura sûrement une très très bonne version quand The Old World va commencer à devenir longue et répétissante. Alors, est-ce que c'est répétitive? Donc, est-ce que c'est répétissante? Mon Dieu. Cet homme est fatigué. J'ai plus de café. Voilà, j'ai plus de café. C'est mon scandale de la journée. Donc, attendez-vous à des phrases magnifiques. Le manque de caféine va parler à un moment ou à un autre. donc ouais, on est malheureusement beaucoup. Donc, ouais, 40K de force, bon, une garde impériale, donc un homme de goût. Hein. Tu- J'ai pu m'exercer à peindre. On va dire ça comme ça, hein, parce que je jouais quasiment full infanterie. Donc voilà. Pas étonnant que la première armée battle qui m'ait fait les yeux doux, c'était Ogre, parce que j'étais en train de me dire, je peux peindre 24 figurines et avoir une armée à 2000 points. Intéressant. Bon, allez, il faut poser la question quel régiment du coup? Parce que je suis sûr on pourrait faire des tests de personnalité pour définir voilà, quel type de personne vous êtes en fonction de votre sous-faction de 40K. J'ai commencé par du catachan et je suis parti après sur sur du skin cadien, mais avec un schéma de couleur plus guerrier des glaces. Parce que j'aimais pas trop les Valhalla. Donc, Bon, alors sur ça, on va se rejoindre. Ma dernière armée garde impériale que j'ai peinte, c'était du Cadien. Alors, c'était une autre époque, hein. C'était une époque où on pouvait encore personnaliser les régiments. Donc, autant vous dire que. Voilà, alors pour tous les joueurs qui sont apparus en V8, alors personnaliser les régiments. Non, c'était du cadien avec du pantalon, enfin un camo bleu, bleu turquoise un petit peu très clair, qui allait vers le bleu gris, justement parce que j'étais tombé amoureux du schéma de couleur glace qu'il y avait dans le collecteur impérial. Je dirais V5, mais gros doute là-dessus. Mais peut-être V4, wow, putain c'est vieux. Enfin bref, non, bah, ça va. Tu es une personne de goût. T'es passé de Rambo à des mecs à des cadiens des glaces, donc bien joué à toi. merci. Et surtout, après ça, je suis passé à The Old World. Et là, ça prouve que je suis quelqu'un de goût. Ouais, alors ça va être amusant. Donc t'es parti sur les ogres, et puis bah, ça va permettre de me faire un petit peu la transition là quand je vais rappeler. Mais pourtant t'es pas venu en ogre au tournoi. Pourtant il y en avait, hein, il y en avait de l'ogre. Alors, il y en avait. Les ogres, ça a été mes premiers amours. Je pense que j'ai tous les codex depuis le premier qui est sorti, alors que je n'ai jamais joué à Battle. J'ai tous les codex ogres. Bon, deux. Donc, je ne sais pas si c'est tous, mais en tout cas, j'en ai deux. Je crois que c'est Et, 100% des bouquins. Ouais. Deux, ça me paraît ouais, bien, voilà. parce que je crois que l'armée. Je sais plus quand l'armée est sortie. Ah, attends, je t'ai perdu, j'ai 2007. perdu ton visuel. Donc oui, les deux bouquins ogres qui sont sortis. Le premier 2007, il me semble. Ouais. Euh, 2000, fin 2006, quoi. Et du coup, oui, effectivement, ça a été mes premiers amours. J'ai pas acheté une seule figurine ogre. J'étais dans un coin paumé. Je faisais beaucoup de théorie Hammer dans mon coin. Et
c'est vrai que là, quand The Old World est sorti, non, bah, ça a été la mise à jour des Bretos, des figues un peu sympas, notamment celles du Baron qui m'ont fait pencher côté Breto. Et après, ben, je suis parti sur les meilleurs, sur les hommes bêtes. Ouais, sur ça, on est d'accord. Alors, avant de parler de ton armée, justement, on va parler donc un petit rappel du tournoi. Donc, on rappelle, c'est un tournoi donc en format 2v2 1000 points. Donc, chaque joueur avait jusqu'à 1000 points. On est en scénario maison. Donc, clairement, on n'est pas du tout dans le jeu standard. C'est une volonté qu'on a. Alors, pour certains, c'est une surcouche inutile, etc. Pour nous, ça nous permet de proposer autre chose. Donc, ça permet pour nous, en tout cas, c'est la vision qu'on veut mettre en avant aux joueurs qui jouent beaucoup, de jouer à autre chose et aux joueurs qui jouent peu de ne pas être punis justement par le fait de jouer peu et de se retrouver dans un format où tout le monde maîtrise avec un système de rétention de points, etc. Donc c'est une volonté qu'on a de proposer deux choses très différentes. Pour l'instant, on a des bons retours par rapport à ça, notamment sur le fait que ça change et aussi par rapport aux joueurs débutants qui osent y aller en se disant bah voilà, je suis pas juste dans un univers où je vais me prendre un dragon dans la face au T2 et je vais queener. Donc voilà, alors tu pourras dire du mal du tournoi tout à la fin sans aucun problème, du format enfin sans aucun problème. Et ensuite, le dernier point, grosse note de peinture. Il y a 4 parties à 20 points et il y a 20 points de peinture, ce qui fait qu'il y a 20% du score final max qui est en peinture, sachant que c'est même très dur de marquer des points sur certains scénars. Ce qui veut dire qu'il y a souvent des équipes dont 50% des points du classement final, c'est la note de peinture, voire même plus. Je crois qu'on a une équipe qui a fait 3 points de poutre sur les 4 parties et 14 ou 15 points de peinture. Donc voilà, c'était finalement une espèce de classement de peinture, de tournoi de peintre avec, avec du jeu à côté. Et voilà, c'est le format particulier. Et du coup, dans ce format, nous, on a rajouté quelques petits éléments, dont le format, ce qu'on appelle le toss-like. Donc ça veut dire qu'à 2000 points, on ne peut pas avoir de level 4 et qu'aucun personnage ne peut valoir plus de 250 points. Donc ça fait des... À 1000 points. Pour 1000 points, exactement. À 2000 points, vous pouvez avoir un level 4 et jusqu'à 2 level 3, et les personnages peuvent monter à 500 points. Donc voilà, c'est une petite restriction. Vous avez plein de petits éléments. Donc, sur la chaîne pour en parler. Tout ça pour dire que je vais te laisser parler. D'abord, tes objectifs perso. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Comment la team s'est construite? Et après, on pourra parler de ta liste et de celle de ton teammate. Alors, comment la team s'est construite? Globalement, vous avez parlé de l'événement et j'ai parlé à Flo, donc Arc, en lui disant franchement, ce serait trop cool. Moi, j'ai absolument pas le niveau pour un vrai tournoi. Par contre, un 2v2, ce serait trop bien et tout. Qu'est-ce que t'en dis? Il m'a fait si ma femme est d'accord, je suis d'accord. Sa femme était d'accord. On est parti. Étant tous les deux joueurs bretons, on s'est posé la question. Vu les comment ça s'appelle, vu les contraintes pour jouer une doublette de faction, j'ai un peu sauté sur l'occasion, c'est-à-dire qu'en janvier, j'avais aucune armée homme-bête sous la main, aucune figurine, rien. Et j'ai fait non, mais c'est pas grave, t'inquiète, moi je pars sur homme-bête. Voilà, vous m'avez servi d'excuse pour prêter allégeance au cas où. Un plaisir de corrompre quelqu'un d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas, sur The Old World, à la fin, c'est le chaos qui gagne. On le sait, il y a eu la fin des temps. Ok, donc bah voilà, donc bah c'est bien, t'es réellement dans le truc. Alors est-ce que tu me confirmes, est-ce que c'était ton premier tournoi alors de The Old World, je crois que oui. Et est-ce que c'était ton premier tournoi tout court? C'était mon premier tournoi tout court, c'est-à-dire jamais fait de tournoi The Old World, jamais fait de tournoi SDA, jamais fait de tournoi 40K. Donc j'ai fait des tournois Magic, mais ça compte pas. C'est différent, c'est différent. On retrouve certains éléments en commun, mais normalement la decklist est moins impactante à The Old World, quoique, qu'à Magic. Et du coup, bah vas-y. Et au niveau de ton armée, alors moi forcément ces éléments-là me parlent, hein, parce qu'il y a allez, à une figurine près, tout ce que tu as là, je le retrouve dans ma liste en 2000 points, à une option près. Vas-y, si tu peux nous parler un petit peu de ta liste avant qu'on parle de celle de ton teammate. Alors, la liste, on était parti. Alors bon, c'est une classique. Hein.
le chaman level 3, fétiche de l'arbre pendu, anneau de rubis de ruine. Bon, que dire de lui, hein, c'est un classique, tout a été dit sur lui, c'est pas pour rien qu'il apparaît un peu partout. CF ma vidéo sur mon armée Hombet qui est sortie sur la chaîne, où voilà, il y a beaucoup Voilà, de choses en commun. exact. Il y a un niveau d'écart en fait entre le mien et le sien, c'est parce que je joue à 2000 points, c'est tout. Voilà, c'est la seule différence. Je suis parti sur comment ça s'appelle, un PGB, parce qu'en fait, on avait un peu compris, entre guillemets, à l'envers, le principe du tournoi, c'est-à-dire que là, on était parti sur le fait de ne rien offrir à l'adversaire, alors que, bon, sur le tournoi, on verra plus tard, ce qui est important, c'est de prendre. Peu importe ce qu'on laisse à l'adversaire, l'important, c'est de prendre. Donc, on était parti sur un PGB. Le Mangelder, je n'ai plus le nom en français, l'émasculateur ou quelque chose comme ça. Je suis incapable de te répondre, je ne connais pas cette. Très bien. En Qu'est-ce fait, que ça fait donne la terreur. Ça donne la terreur. Donc, en fait, c'était pour avoir un pack de 25 avec une personne qui cause la terreur, puisqu'il va dans le gros pack de gore. La peau de limace classique. Et le bouclier enchanté parce que j'avais 5 points à perdre. Les 25 gore, alors ce pack-là, il était fait pour ne pas dérouter, en fait. C'est-à-dire que entre ma liste et celle de Flo, donc de Arc, tant que le pack qui était en embuscade n'était pas, enfin était intact, on ne pouvait pas dérouter. Donc le but, c'était d'avoir le PGB dans le pack et d'avoir un gros paquet de 25 qui cause la terreur et que l'adversaire est obligé de venir chercher pour nous faire dérouter. Le char, le gorgon pour avoir de l'impact, l'air de rien. Et ne serait-ce que d'impact psychologique. On verra sur plusieurs parties, le gorgon a surtout eu un impact psychologique. Et le principe du gorgon, c'est si tu t'en méfies pas, il va te faire très très mal. Donc tu dois t'en méfier, et tu dois souvent t'en méfier plus que nécessaire. Mais avoir une figurine qui est capable de dire quasiment toutes les figurines du jeu, si je fais un 6, t'es mort, c'est très très drôle. C'est très très drôle pour l'impact psycho, comme tu l'as dit, en plus de causer la terreur, en plus d'être un behemoth. Bref, un truc assez dur à choper malgré tout. Et cette petite régène, on le rappelle, un boulet de canon a une chance sur deux de faire un as quand il blesse un behemoth, et une régène à 6 quand c'est l'adversaire qui le fait, elle a une chance sur deux d'arriver. Ce qui fait donc presque 75% de chance que ça se passe très bien pour le gorgon quand il se prend un boulet de canon. Voilà, c'est des maths, c'est vérifiable. On n'a pas fait les maths, mais on a une idée. Et du coup, les Diangor, avec alors pas un sergent, bref, un demi-corne, pour servir de chausson au chaman et le protéger des défis le temps que la cavalerie arrive. Ouais, écoute, j'ai même pas besoin de faire une transition. Le temps que la cavalerie arrive, paf, le breton. Ah, c'est beau, putain, c'est beau. On dirait qu'on l'a préparé cette émission. C'est fou, hein, à croire qu'on a révisé nos sujets. Donc, l'armée de Flo, alors, pareil, donc, pardon. Donc, je vais commencer par le paladin, donc paladin PGB sur Pégase, l'âge frontalière, enfin, l'âge frontalière, la vertu N plus des 3 attaques en charge. C'est pareil, j'ai envie de dire le classique en comment ça s'appelle, en exilé. Oui, la hache frontalière est une raison en soi de jouer exilé, en plus de tous les avantages qu'il y a avec le vœu de l'exil, avec la bombarde, etc. Avec même des fois les Pégases qui peuvent avant-garde, etc. Mais clairement, c'est une espèce d'objet magique, au même titre que le fétiche en Hombet. Ça justifie l'existence de certaines armées. Comme quoi, des fois, ça se joue pas à grand-chose. Hein, mais une armée Hombet sans fétiche, ça boiterait beaucoup plus. Un exilé sans la hache magique, peut-être qu'on verrait plus souvent de la grande armée. Enfin bon.
Du coup, ouais, petite trick que tu as fait tout simplement, hein, c'est que ton collègue a fait, mais je pense que c'est un travail d'équipe au niveau de la conception. Mettez la bannière qui file avant-garde sur votre grande bannière quand vous rejoignez des Pégases. Comme ça, vous n'avez aucun problème. Les Pégases et les personnages qui les rejoignent peuvent faire l'avant-garde. Hein. Faites gaffe à la fac de Games qui le dit bien. Si c'est l'unité qui est à l'avant-garde mais pas le perso, et ben, ça reste sur place. Et c'est pas un détail, c'est pas un détail. Bon, après, la mettre une bannière de Chalon en plus sur les Pégases, vous êtes mis bien quand même. Alors effectivement, hein, la bannière de Chalon sur les 4 Pégases qui accompagne le paladin avec la bannière du chevalier zélé, donc la bannière Vanguard. Oui, on s'est mis bien, on va pas se mentir, c'est un pack qui était là pour faire peur et pour que dès le T1, en fait, on puisse engager et ne pas se soucier d'au moins un problème. C'est-à-dire, on règle les problèmes un à la fois, et si on peut commencer à en régler un dès le T1, c'est le but. Donc, rappel, la bannière du chevalier zélé qui permet de faire donc, un mouvement d'avant-garde. Les Pégases ont un mouvement de vol de 10, donc ils peuvent faire 10 pouces comme ça au début de la game. Et Aziel World n'a pas de contrainte, vous pouvez charger, même si vous avez fait un mouvement d'avant-garde. C'est uniquement si vous êtes déployé en éclaireur que vous ne pouvez pas le faire. Et la bannière de Chalon a cette petite blagounette où l'adversaire ne peut pas maintenir et tirer. Donc ça vous permet d'aller chercher des trucs très 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 rapidement. Alors on va pas spoil la première game tout de suite. Mais ouais, ça permet de mettre des trucs assez sympathiques. Ouais. Moi, j'ai deux questions. Pas une surtout. Oui. Le pack de héros. Parlez-moi. Alors, globalement, on était parti sur pas du tout cette liste-là pas de errant jusqu'à 2 semaines avant le tournoi. Et Flo voulait quelque chose pour accompagner mon char ou mon gorgon, parce que les errants les chevaliers en fer de lance ont ce gros avantage, c'est que toutes les figurines du V du fer de lance, du V extérieur du fer de lance, comptent comme étant au contact de toutes les figurines que tu engages. Ce qui veut dire que si tu charges avec un fer de lance, tu peux avoir les 5 du V extérieur qui tapent sur un personnage qui serait sur le rang combattant adverse. Donc globalement, c'était un sniper à personnage. Il voulait mettre des chevaliers du royaume, mais ça lui faisait enlever un peu trop de chevaliers à pied pour lui. Donc les chevaliers à pied qui devaient servir de chaussons pour son général, donc qui est la demoiselle. Et du coup, il est parti sur des errants. On avait oublié que ça tuerait notre note de compo. Bon, c'est pas grave, on s'en est quand même bien sorti, mais j'avoue que je m'en suis rendu compte le soir où tu as publié la première itération de la ronde 1, et j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, il compte. » Et bah zut, on a perdu 3 points de compo comme ça. On aurait dû être à 9, on a fini à 12. Alors, petit rappel sur la note de compo, c'est une note qui vaut ce que ça vaut, mais en fait, c'est un ratio entre votre nombre d'unités non base et le nombre d'unités soit limité dans la création de l'armée. En fait, ça part du principe que Blizzard, lapsus, que Game Workshop fait bien son taf. C'est-à-dire qu'il limite les choses fortes. Bon, il y a des contre-exemples, malheureusement. Bisous les hommes lézards. Et les unités limitées et les unités que vous allez spammer. Donc si vous allez spammer les unités spéciales, etc., on part du principe que c'est pour durcir votre liste. Et donc c'est une note de compo qui est un petit peu comme ça. Et ça donne des choses surprenantes des fois, avec des restrictions qui sont fluff. Là, dans ce cas-là, les chevaliers errants... alors je sais pas pourquoi les chevaliers errants sont pas fluff dans une armée d'exilés. Mais voilà, Game Workshop. Oui, c'est bon, Game Workshop a décidé a décidé de mettre une restriction dessus, et du coup, ouais, ça dégomme un peu votre note de compo. Et c'est vrai que c'est assez marrant, parce que sinon, la note de compo était assez basse. Vous aviez, à part ça, que la bombarde, qui est 0,1 pour 1000. Et peut-être le gorgon de ton côté, ouais, qui est aussi 0... Le chaman. Le chaman, ah oui, pardon, le chaman. Donc... Ok, donc un choix pragmatique, c'est que le fer de lance c'est très très fort. Alors
il y a beaucoup de joueurs bretoniens qui disent ouais, c'est pas si ouf, machin truc. Ils jouent 2 armées où ils jouent des chevaliers sans fer de lance. D'un seul coup, ils rejouent que fer de lance dans leur pack. Hein. Ça, quand ils reviennent à l'armée, c'est. Comme tu le dis, pour faire du sniping de perso, c'est fantastique. La mobilité est juste folle parce qu'en fait, tu fais ta roue comme si tu avais moins de figurines que la réalité. Donc, un pack de 5 qui fait des roues en formation standard, c'est beaucoup moins maniable qu'un fer de lance. Donc, voilà, le fer de lance est très très fort. Et enfin, les petits paysans à pattes. L'unité fantastique, hein, parce que 55 points, c'est vraiment pas cher pour ce que ça apporte. Alors, ça apporte une pause, ça apporte une pression supplémentaire. Et bon, là, ça apporte un étendard en plus, puisque dans le scénario, il était important d'avoir un grand nombre d'étendards. Et même de base, hein, étant donné que ce sont des paysans, c'est toujours intéressant de leur mettre un étendard, puisque l'adversaire ne récupérera pas de points dessus. Et juste une petite aparté sur le bâton catalyseur de la demoiselle. C'est une exigence de ma part, car lors d'une des parties tests que nous avons fait, il a voulu me mettre la régène à 5+, sur le pack où il y avait mon chaman. Il a fait un fiasco, il m'a empêché, on était tour 2, donc j'avais tout le monde à portée, il m'a empêché de lancer des sorts durant tout mon round, enfin tout le round en fait. On était face à des orques, autant dire qu'une phase de magie sautée face à des orques qui sont à portée de charge, ça nous a coûté cher. Donc j'ai exigé le bâton catalyseur pour éviter ce genre de choses. Du coup, il n'a pas fait un seul de tout le tournoi. Bon, déjà bravo, bien joué à lui, il a été un très bon droitier. Mais ouais, on le dira jamais assez, The Old World. Alors beaucoup de joueurs disent que les fiascos sont pas punitifs à The Old World. Alors oui, c'est moins impressionnant. Il y a quand même de la grosse galette, il y a plus de ta figurine, elle part dans le warp, etc. comme on a eu dans un truc. Mais quand tu as 500 points de sorcier, etc., de tout ce qui va avec, 500, 600 points, et que là, ton premier sort qui passe, fiasco, puis le sort pour le tour, si c'est sûr, si ça arrive T6, que la partie est déjà jouée, tu t'en fous. Quand ça arrive T2, en préparation des impacts, etc., tu peux globalement t'arracher les couilles. Donc, non, très bon ajout. Je pensais que c'est juste parce qu'il restait 5 points, mais non, à première vue, ça a été réfléchi. C'est 10 points. Exiger 5 points. D'accord. Ça marche. Et du coup, voilà, une fois que vous aviez tout ça, vous avez vu les listes, vous aviez vu donc les notes de compo. Quel était votre objectif global? S'amuser, gagner le prix de peinture, taper le podium, voilà. Quel était votre objectif? Il n'y a pas de fausse humilité. Hein. Aller à un tournoi pour un podium, c'est tout à fait respectable. Il n'y aura pas de fausse humilité. Le but, c'était de faire le meilleur score qu'on pouvait faire, nous. Je veux dire, on est des joueurs de garage tous les deux. Flo, il avait autant de tournois The Old World que moi, ou même Battle, que moi dans les deux jambes, c'est-à-dire 0. On est tous les deux des joueurs de garage. Le but, c'était, on va sortir notre meilleur jeu. C'est-à-dire, le but, ça va être d'être exigeant avec nous-mêmes et de ne pas faire de faute d'inattention, essayer de bien réfléchir à ce qui... Oui, bon, spoiler. Voilà, de ne pas faire de faute d'inattention, d'essayer de réfléchir à ce qu'on fait. C'est relativement peu sport. Je suis désolé, le spoil. Quand on connaît l'histoire, la fin va vous surprendre. Restez jusqu'à... Donc, c'était ça le but à la base. Au niveau classement, bon, moi, la veille du tournoi, je m'étais dit, si on fait 40 points sur la journée, enfin sur le tournoi, on est bon. Et on est bon. Je considère qu'on a réussi notre journée. 40 points, peinture comprise. Je partais sur au moins 30 points sur le tournoi, 30 points de partie et au moins 40 avec la peinture. Il faut savoir, donc je vais casser un mythe tout de suite,
Je ne sais pas si j'en parle maintenant ou pas de la préparation qu'on a faite. Vas-y. Donc on va casser un mythe tout de suite, parce que mythe colporté par toi et par Xavier, en mode les Vacheliers, ils étaient venus pour la gagne, c'est des mecs qui sont hyper préparés et tout ça. On a fait 2 parties et demie de préparation, c'est-à-dire une partie, lui et moi, contre Tier 3, qui est une autre équipe du tournoi, qu'on a perdu. C'est durant cette bataille-là que j'ai pas pu lancer mes sorts. Une partie contre Mort qu'on a gagné. Et une partie où j'ai joué en binôme avec Arnaud de Tier 3 contre l'équipe Saroulman, qu'on a gagné aussi. Mais je veux dire, on n'avait pas fait énormément de batailles en synergie. Par contre, ce qu'on avait fait, c'est vrai, on avait fait 3 batailles, 3,1 même, je dirais, batailles, lui contre moi, pour connaître nos listes, en fait, connaître nos forces, nos faiblesses et savoir à quoi s'attendre. Le 3,1, c'est parce qu'il y en a une qui s'est arrêtée au premier tour parce que je me suis déployé comme un manche et qui m'a chargé le pack de Ngor et de mon chaman avec ses Pégases au T1 et qu'on se dit, bon, peut-être c'est pas la peine de continuer. Et tu te rends pas compte, hein, mais faire voilà, 2 parties et demie ou 3 games en ayant des listes qui ont été travaillées, parce que bon, on a le fétiche, on a du Gorgon. Alors les joueurs qui débutent à The Old World souvent disent que le Gorgon n'est pas terrible parce qu'il est frénétique. C'est pas grave. C'est pas grave sur The Old World. Et donc une bonne liste Umbet, une bonne liste joli lapsus, enfin euphémisme, pardon, une bonne liste bien burnée en exilé, plus des games d'entraînement, ça s'appelle bien préparer le tournoi. Hein. Pour beaucoup de joueurs, je pense notamment, il y a des équipes qui sont venues à Mordel, là, au Café du Vieux Monde. Ils se sont rencontrés le jour du tournoi. Ils n'avaient même pas joué en ligne, ils n'avaient même pas. Donc voilà. Non, Okay, on là, est dans une bonne préparation. C'est pas. Alors oui, c'est pas une préparation style quand tu vas te préparer pour les championnats du monde où tu fais une game par semaine avec un feedback, des analyses, etc. Mais c'est déjà un bon. Voilà. Pour toi, c'est pas beaucoup, mais voilà. Pour certains, ça veut dire beaucoup. Tu vois, donc, ok, je veux pas dire on n'était pas préparé. Ce que je veux dire, c'est que on a vraiment survendu le truc en mode. Oui, alors on est youtubeurs. Hein. Faut pas oublier que si tu retires le drama et les effets d'annonce, il reste pas grand chose à cette plateforme. Donc. Mais oui, on se connaissait, on avait parlé du tournoi avant, ça là-dessus, c'est vrai. Et je pense que c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, tu as sorti une vidéo là-dessus, sur une game, ça se prépare en avance. Quand on sait ou qu'on a une vague idée de ce sur quoi on va tomber, voilà, une game, ça se prépare avant de se déployer, ça se prépare dès qu'on a la liste de l'adversaire. Ouais, tout à fait. Et bah, donc justement, en plus, tu m'as filé un grand coup de main pour les notes de compo, donc merci à toi. Ce qui a permis aussi de refaire un petit peu, d'actualiser les appareillements de la première ronde. Et donc, première game, là tu tombes contre l'équipe NetEpic, donc Jean et Yuen. Jean de NetEpic et Yuen qui est. Putain, je sais plus s'il est anglais ou écossais. Je crois que c'est écossais. J'ai failli faire une connerie. Qui venait avec 2 listes. Alors, la partie Umbet, on est sur un chaman qui te parle, hein, forcément. Jusque lui, il a sorti sa fourrure de minuit. 10 petits gores qui servent en truc. Alors, on rappelle, en Umbet, il y a une obligation de jouer du gore. 3 Razor Gore, un petit chariot, un gorgon, 3 dragons ogres. Et le copain, alors lui, le copain, par contre, tu vois, il est ce que tu aurais pu être. Il est venu en ogre. Donc avec un petit perso de corps à corps, des ventres durs, des buffles, un petit peu de crawl sabre, des gnoblards trappleurs, l'une des meilleures unités de l'armée. 3 cavaliers, c'est cavalier Ferox, c'est bon de forme, j'ai oublié le nom, il me semble que c'est Ferox. Et puis le char canon de la Grand Blaster, alors le nom en français je l'ai pas du tout par contre. Le gros canon. Le gros canon. Voilà, on l'a appelé alors, niveau préparation, j'ai pu jouer avec Jean de NetEpic
une semaine avant le tournoi, c'était sa première game de The Old World. Donc là, niveau préparation, on est encore en dessous. Et ça m'a fait marrer parce qu'il me dit ouais, c'est ma première game de The Old World. Il me dit ouais, je débute, je sais pas du tout, machin truc. Il a déployé son armée. J'ai dit putain, tu débutes, t'arrives avec un chaman fétiche avec l'anneau rubis de ruine en LM. T'arrives avec les cochons, t'arrives avec le gorgon. Je dis putain, pour un début, j'ai dit ah, encore un qui est venu se taper du youtubeur. Et en fait, il m'a dit non, non, c'est mon pote qui m'a fait ma liste. Donc je connais pas du tout les trucs. Donc on a passé un petit peu de temps. Donc voilà, un gros bisou à lui. Et puis, bah voilà, tu tombes contre eux. Alors je mets directement le score. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop de surprise. Mais voilà, qu'est-ce qui a créé ce score de 20-1 et puis comment tu as vécu la partie quoi. Alors, comment j'ai vécu la partie? Eh ben, très très bien. D'ailleurs, je les salue tous les deux, hein, vraiment des super adversaires. On a passé un super moment. C'est pas pour rien qu'on a passé les trois autres matchs à aller les voir avant chaque match, à leur demander leurs avis, leur donner quelques conseils s'ils étaient demandeurs. Ça a vraiment été des gens hyper sympas, des adversaires vraiment très plaisants. Qu'est-ce qui explique le 20-1? Alors, qu'est-ce qu'il explique en lui-même? Je dirais un déploiement un peu hasardeux de leur part. Au moment du déploiement, je déploie sur le flanc droit donc mon Gorgon et mes Ungors. Et en réponse, il avait déployé son propre Gorgon et les Dragons Ogres. On était sur un scénario de tonneau, donc il avait déployé tous ces cochons en contact avec à peu près tous les décors qu'il avait apportés. Pareil pour les dents de sabre, histoire de passer un tour à fouiller et récupérer les points des tonneaux. Et il avait déployé ses gnoblards de manière à faire tilt mon propre Gorgon qui devait charger. C'était à travers une forêt, donc enfin vraiment c'était la charge à double 6 pour les avoir, mais c'était juste pour faire tilt la frénésie du Gorgon. Et ils ont déployé leur chaman à à portée de charge du baron du paladin sur Pégase et de son escorte du coup de chevaux ailés. Et on a eu le tour 1. Voilà. Ouais, c'est voilà. On le rappellera jamais assez. Mais voilà, si vous affrontez des Pégases qui ont le mouvement d'avant-garde, donc des Pégases en exilé, ça fait une déclaration de charge à 29. 29 c'est beaucoup. Ça veut dire qu'en gros vous devez vous déployer à plus de 6 de votre limite de déploiement, sinon ils peuvent vous choper au T1. Donc si c'est pas volontaire, si vous créez pas un piège, etc. pour leur casser la tronche, ça peut vraiment se retourner contre vous, donc faites gaffe à ça. Alors, pour le coup, il y avait un centre fort, hein, puisqu'ils avaient, si je me souviens bien, donc l'Urgor et les deux escouades de 3 ogres qui étaient de part et d'autre. Mais au moment où on a choisi de charger, il a choisi de fuir. Et il a fait un superbe 12 sur son jet de fuite. Et il est sorti de la table. Ce qui a permis à Flo de réorienter sa charge sur le cogneur ogre. Et du coup, à la fin de notre T1, on avait un général adverse qui était parti. Il n'y avait plus de magie de leur côté. Et le second général était engagé par notre plus grosse force de frappe. Voilà. C'était pas... Donc là, à ce moment-là, on a donc Jean de NetEpic qui se dit voilà, on m'a vendu The Old World avec un jeu où il y avait moins de létalité, moins punitif sur certains aspects, pas un jeu de liste, etc. T1, t'es en PLS. Bien, il est 9h30. Il est 9h30 samedi matin. Et là, tu te dis que le week-end va être long. Voilà. Alors après, on va pas se mentir, les jets de Flo ont permis d'adoucir un peu tout ça, hein, puisque je crois que sur le premier tour, il tue un ogre avec 5 Pégases en charge. Voilà. Bon.
on arrive à contrebalancer. C'est-à-dire qu'on est mauvais, on n'est pas sympa stratégiquement parlant, mais on fait des jets qui contrebalancent, quoi. Ah, les Pégases qui lèvent le pied, c'est dégueulasse, les gars. Allez, il faut temporiser un peu, sinon on ne prendra pas le centre. Faut pas les faire dérouter au T1. Bande d'enfoirés, bande d'enfoirés. Et il y a eu l'étincelle c'est même pas une étincelle, c'est un brasier de courage de la part des comment ça s'appelle, des gnoblards. Au moment où il faut que j'en parle à tout prix, hein, parce que donc mon gorgon déclare sa charge sur les trappeurs gnoblards, qui doivent donc réussir un test de terreur et qui font un double 1. C'est-à-dire que tu as 14 petits trucs de 40 cm de haut qui regardent un gorgon de 4 mètres, 4 bras, qui leur foncent dessus et qui font « Ah, pas peur ». Puis c'est peut-être qu'ils étaient occupés à s'engueuler entre eux. Enfin, je veux dire, on sait jamais exactement comment ça se passe. Ah bah pour le coup, là on a su comment ça s'était passé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bougé, du coup ils étaient à portée de boule de feu de mon chaman lors de la phase de tir, du coup il y en a eu moins. Enfin, il a fait cramer le gnoblard. Il a dû pousser des cris dégueulasses. Dégueulasses. Et du coup, alors la cavalerie Montfang, qu'est-ce qu'on a pensé du coup pendant cette game? Et même les Iron Guns avec le totem cannibale. Alors c'est un sujet, un totem cannibale, donc c'est celui qui file, si j'ai pas de conneries, une régène à 5, mais qui est réduite à distance de poursuite, pardon. C'est ça. Alors, ils ont augmenté du coup la comment ça s'appelle, la résistance des ogres, parce qu'on va pas se mentir, en fait, le pack de Pégase s'est retrouvé englué. Il a mis 3 tours à tuer le général. 3 tours durant lesquels tous les ogres ont fini dans le corps à corps. Les comment ça s'appelle, les Montfang, les Ferox, de souvenirs, je suis désolé, là je vais parler de souvenirs, ils n'ont pas été utilisés de manière suffisamment agressive, je dirais. Il les a beaucoup utilisés pour dissuader. Quand j'ai fait rentrer à la fin mon pack de gore, donc je l'ai fait rentrer de notre côté en fait, parce qu'il n'y avait aucun intérêt à le faire rentrer de leur côté, donc juste conserver en mode défensif, conserver notre indéroutabilité. Ils ont commencé à avancer et à prendre notre flanc, donc à vouloir nous charger les chevaliers à pied et les gores, mais la partie a pris fin malheureusement avant qu'ils n'arrivent au contact. Donc de mon point de vue, du souvenir que j'ai, ils ont été un peu sous-exploités, un peu comme le Gorgon et les 3 dragons ogres, donc qui avaient été déployés face à mon Gorgon, mais qui, au vu de ce que faisait mon chaman, en fait, il leur a fait traverser la table derrière ses lignes pour finalement les refaire sortir sur son autre flanc. En fait, il a perdu 4 tours avec, sur une partie qui en a duré 5, ça fait beaucoup. Ouais, bon, alors au final 5 tours c'est bien, même si voilà, comme il y a une grande partie de l'armée adverse qui a dégagé assez rapidement, forcément ça biaise un petit peu la notion du temps. Mais voilà, ça vous fait arriver le samedi midi, première ronde, avec un gros vin dans les pattes, 12 points de compo si je dis pas de bêtises. Vous allez manger avec dans quel truc? Vous êtes content ou vous êtes en train de vous dire putain qu'est-ce qu'on va se prendre dans la bouche à la prochaine? Alors, on est un peu mitigé, c'est-à-dire que, en fait, cette partie au tour 4, il y avait 10-1 pour nous et on était à 15 minutes de la fin. Il faut rendre les feuilles. Du coup, on avait proposé à Jean et Owen, on avait dit, on s'arrête là, si ça vous va, on fait les comptes. Ils ont regardé et fait, non, mais c'est bon, il reste peu de choses sur la table, il y a moyen de faire un tour 5, voire un tour 6. Ok, alors peut-être un tour 5. Ils ont insisté, on fait le tour 5. Et le problème, c'est qu'ils déroutent au tour 5. Voilà. C'est-à-dire que, bon, nous, dans notre tête, on est allé manger en se disant, bon, in-game, on mérite 10-1, mais on se retrouve avec 20-1, et on pensait avoir une note de compo à 9, et en fait, on l'a à 12.
Bon, c'est-à-dire que on a le sentiment de mériter 19 points et en fait, on en a 32. Zut. Ouais, mais est-ce que la qualité du repas vous a pas fait oublier ça? Alors ça, par contre, j'avoue que même si on n'en a pas profité énormément, parce que dès que tu as sorti les, l'appareillage, l'appariement, bref, Ouais, le versus, l'appariement, ça nous va. Le pairing, comme tu veux, comme tu veux. le pairing, ce sera très bien. Dès que tu as sorti le pairing, j'ai un peu poussé Flo en mode alors attends, il faut qu'on travaille les listes, alors il y a ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur opposer, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Une bataille, ça se travaille avant le déploiement. Je suis d'accord. Je fais une vidéo là-dessus. Et bah écoute, justement, voilà, on est samedi après-midi, à peu près 14 h. Vous tombez sur un pour tous ce gnoblard. Donc voilà, j'ai bien reçu vos PayPal. Donc vous affrontez de l'ogre aussi pour la deuxième ronde. Un petit peu le même délire. Donc on est sur une belle GB assez tranquille. Il y a un petit level 2 pour accompagner, un petit butcher. Deux packs de trappeurs, un gros pack de buffles. Là, il est passé à 5. Il a fait le choix de se passer des ventres durs. Un Iron Blaster, hein, parce qu'il faut le char grande cible avec canon qui est plutôt bien foutu. Trois crash plombs. Alors, en général, on les voit par deux, mais par trois, c'est bien aussi. Et à côté, là, c'est pas un homme bête. Même s'il y a un petit peu de poil aussi, on est sur une armée de crasse. Un petit archimage level 3 avec en haute magie. Oui, bah ça y est, je me souviens de la game. En haute magie, une figurine magnifiquement peinte pour représenter son magot qui se transforme en éthéré, hein. Son objectif, c'était d'avoir la marche à travers les mondes, hein. Avec 4 sorts, ça fait 4 chances sur 6 de l'avoir, 2 chances sur 3 de l'avoir. Comme quoi les stats, c'est vrai sur une vie, pas sur une game et encore moins sur un week-end. Un petit noble, alors le noble est très très bien, on est sur un noble sur Griffon avec une sauvegarde à 2, une petite invue, je crois qu'elle est à 6 hein, seulement sur le homme dragon, avec le pur de cœur, ce qui fait qu'à 18 pouces, donc parce que c'est une grande cible, il file son commandement et la relance de la grande bannière. Deux packs de bûcherons, assez cool, un pack de 11 lions blancs donc, qui servent normalement de chaussons à l'archimage, donc le but c'est de les faire avancer et terrer. Encore une fois, je vous invite sur la vidéo sur les lions de crasse, enfin sur l'armée de crasse, où je parle de ces combinaisons-là. On a un petit anneau de furie et un aigle, parce que bah voilà, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, c'est les aigles qui sont censés tout faire. Bon, en pratique, on sait ce que ça vaut. Donc, Alors, c'est pas votre un aigle, game contre un pour tous ce gnoblard. c'est pas un aigle, c'est une baliste serre d'aigle. Autant pour moi, donc la liste est bien. Donc ouais, donc un pour tous ce gnoblard, donc une liste que j'avais à fond étudiée pendant la demi-heure qui séparait la publication du pairing et le début de la round. Je salue d'ailleurs encore Boom Shaka et KO. Juste, j'ai eu le temps de l'étudier, leur liste aussi, parce que, bah, comme tu as dit, début de la game à 14 h, je pense qu'on a commencé le T1 à 15 h et le T2 à 16 h 15. On a pris un peu de retard, ça a joué un peu lentement sur le début. Sinon, c'était encore une fois une bonne liste avec quelques erreurs au déploiement. On en a reparlé, hein, on en a débriefé. Pareil, hein, on a passé beaucoup de temps le dimanche à discuter ensemble de leur pairing et de leur match. Des gens super sympas. Mais oui, un petit problème de déploiement, c'est-à-dire qu'ils se déploient sur leur flanc, ils avaient mis leur trappeur, enfin une unité de leur trappeur et leur gros pack d'ogres. Et le problème, c'est qu'il va passer une grande partie de la game à essayer de rejoindre l'autre flanc, là où se passaient les combats, au lieu de me charger, parce que en face, j'avais mis mes 10 Ungor et mon chaman, et les 10 archers de arc, donc de flot. Parce que les archers, c'est forcément avec arc. Et du coup, j'ai pu les grignoter petit à petit au sort à distance pendant qu'ils essayaient de rejoindre le centre.
Et une fois le centre rejoint, il y avait plus grand monde en fait pour avoir un impact. Ils ont très bien géré mon Gorgon qui a fait son taf, c'est-à-dire il s'est déployé sur l'autre flanc. Ils lui ont mis une forêt, la forêt des Crassiens. Ils l'ont mise juste devant et il a passé 4 tours à être tilt par les Woodsmen qui étaient en limite de portée de charge. Du coup, rater ses jets de charge, du coup, avancer du plus petit des 2D, et du coup, ils ont excellemment bien géré le Gorgon, jusqu'à ce que je tape le double 6, et que du coup, j'arrive à venir manger de life. Ah, ça, c'est pas de la chatte, c'est du charisme d'homme bête, vous pouvez pas comprendre. Il s'est entraîné, voilà, c'est une vachette, il a pris le temps avant d'y aller, mais quand il est parti, il est parti. Voilà, faut pas jouer au con avec un Gorgon, ça finit toujours mal. Bah, après, on va pas mentir. Je pense que c'était une très bonne technique. Je pense qu'elle aurait été tout aussi valable avec des trappeurs gnoblards qu'avec des Crassiens. Je pense que ça aurait été mieux de mettre les trappeurs gnoblards en tilt. Après voilà. Hein. La baliste. On s'est fait un petit duel de tir baliste canon. Puisque comment ça s'appelle, le noble n'était jamais dispo, toujours en combat, je sais pas ce qu'il a, toujours à éviter d'ouvrir les lignes de vue. On était sur une table avec beaucoup de ruines, des lignes de vue très cassées en fait. C'était vraiment, tu avais le couloir de devant où tu pouvais tirer, et après sinon tu pouvais très peu tirer sur les côtés. Donc ouais, un petit duel de tir qui a été à l'initiative et à l'avantage du canon, hein, on va pas se mentir. Léger avantage de la bombarde hein, pour. Je te touche 4 fois sur 5 ou 5 fois sur 6 en termes de stats vu la taille de ton socle. Il suffit d'un 2 plus pour one shot. Toi, tu vas me toucher à 5, tu vas me blesser à 4 ou à 5. Ouais, léger avantage. Léger avantage. Mais, puis surtout, lui, il doit en réussir 2. Hein. Toi, t'as un échec pour un one shot. Ah, c'est pas un duel, c'est une exécution, quoi. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Après, la bombarde avait quand même snobé la baliste pour le T1 et avait réussi à prendre de flanc les comment ça s'appelle, les crash-plombs en français, les crash-plombs dans laquelle il y avait le général, donc le boucher, et a réussi à ne faire que 3 blessures, donc à ne pas blesser le boucher en fait, à ne pas atteindre le boucher. Ah, manque d'effort, clairement un manque d'effort parce que c'est sûr que quand tu vois un boucher qui est dans un pack de 3 donc qui n'a pas d'attention chef, t'as vraiment envie de lui mettre un petit boulet de canon entre les murs, faut pas se mentir. Et on avait envie, on a raté. Tant pis. Après, comme pour la partie précédente, c'est-à-dire que les Pégases utilisent le tour 1 pour se mettre vraiment, enfin pas le tour 1, ils utilisent l'avant-garde pour se mettre vraiment à courte portée de leur archimage et à pouvoir les charger T1 quoi qu'il se passe. Bon, voilà, hein. C'est une fois de plus, on charge le général et on fait le taf. De toute façon, ça reste la grosse force de l'exilé avec le pack de Pégase avant-garde. Si l'adversaire n'est pas déployé pour se le prendre dans la gueule, c'est-à-dire, ok, je te donne une charge, mais je fuis, je gère mon couloir de fuite et il va t'arriver un truc dégueulasse derrière, tu peux très vite te faire prendre de vitesse par cette armée-là. Quoi. Là où le Broto est plus passif parce que son T1 en général, déjà il va prier, donc il va jouer en deuxième. Et il va être capable d'être un petit peu meilleur sur la longueur. L'exilé a une explosivité qui est vraiment impressionnante par rapport à ça. Et quand tu t'y attends pas, voilà, encore une fois, méfiez-vous des avant-gardes sur The Old World. Il n'y a pas que, il y a la Wag Nomade qui a une bannière qui file l'avant-garde aussi. Donc sur un pack de cochons avec les Here We Go, etc., c'est l'enfer.
Vous avez la même chose en Herald of Darkness, où vous pouvez mettre un pack de Chevalier du Chaos avec Avant-Garde. Enfin voilà, vous avez beaucoup d'armées, il n'y a pas que le Bretonien, donc le Bretonien ça se voit plus parce que c'est le Pégase do what Pégase wants. Mais il y a beaucoup d'armées qui sont capables de vous prendre de vitesse comme ça et de vous punir en fait au déploiement. Bah, encore une fois, comme le disait Shex au début, voilà, préparez vos games, des fois prenez juste 5 minutes hein, pour faire le point, notez sur un bout de papier, attends, il y a ça qui va me sauter à la gorge. Si ça me saute à la gorge, ça veut dire que je dois me déployer à plus de X, sinon je peux crever. Et voilà. Contre du Pégase, dites-vous que votre zone de déploiement fait 5 à 6 pouces de moins que ce qu'elle est réellement, enfin, contre du Pégase avant-garde, et comme ça vous serez pas dans le tort. Bah c'est ça, on l'a bien vu, je vais pas spoiler pour après, mais effectivement, quand on prend pas en compte le fait qu'on puisse Vanguard puis charger, et si on a le T1, c'est juste monstrueux, on est très vite puni. En fait. Après, ça a été une game plus serrée qu'elle ne le laisse paraître. C'est-à-dire qu'on a grappillé des points en face, mais pareil, ils avaient 20 gnoblards, enfin ils avaient une PU relativement importante en fait, malgré le fait que ce soit une armée ogre et une armée elfe. Donc on a grappillé quelques points et pareil, on pensait terminer à 6-2. On avait un objectif central à maîtriser que personne n'a eu au final. Donc vraiment, on n'était pas serein, on était à 6-2 et d'un coup arrivent les embusqueurs crassiens là, qui arrive donc dans notre dos et décide de menacer notre bombarde. Donc moi, je fais rentrer mes propres embusqueurs entre la bombarde et les Crassiens. Et les Crassiens décident donc de charger les chevaliers à pied qui étaient engagés dans un duel avec le noble sur Griffon. Et les Crassiens, ce sont des comment ça s'appelle, des skirmishers, des tirailleurs. Ouais, des tirailleurs, ouais. Et quand un tirailleur n'a pas le mouvement de charge pour être au contact soit de l'ennemi, soit de sa propre unité, il est out. Et c'est comme ça qu'ils ont passé leur seuil de déroute. C'est dur. C'est très drôle. C'est très drôle, mais c'est dur. Vraiment, on était désolé pour eux parce que vraiment, il y avait 6-2 ça, et 6-2, ça reflétait très bien la partie à quel point elle était serrée. Je veux dire, personne n'a le central. On avait eu des pertes des deux côtés. On avait eu une bonne maîtrise du terrain des deux côtés et tout ça. Non. Non, en fait. On prend 10 points parce qu'il fait un jet de charge trop faible de 1. Voilà. Manque d'effort. Alors, est-ce qu'il fallait un 6? Est-ce qu'il fallait un 5? Est-ce que tu as ça en mémoire? À quel point c'est catastrophique? Alors, je ne t'entends pas. Ah, attends. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Ouais. Il y aura des problèmes techniques, vous inquiétez pas dans cette vidéo. Ouais, ma question, c'est est-ce qu'il fallait du 6? Est-ce qu'il fallait du 5? Est-ce que tu as le jet en tête? Est-ce que c'était un dé couillu ou est-ce que c'était un dé raisonnable? Non, c'était un déraisonnable. Hein. Juste, il me semble que c'était du comment ça s'appelle, du terrain difficile. Ah. Et du coup, c'est raisonnable. C'est des bûcherons. Je veux dire, s'ils savent pas se battre dès qu'il y a des racines au sol, voilà, c'est pas des bons bûcherons. Voilà, c'est tout. C'est pour ça, apprendre avec des pincettes, parce que si ça se trouve, ils ont mouvement à couvert et je l'ai oublié. Hein. Mais pour moi, c'était un truc de terrain difficile. Le terrain difficile est très punitif sur une charge, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. De toute façon, globalement, il n'y a que dans le film Gladiator où une charge de cavalerie dans les bois, c'est une bonne idée. Et encore, ça parle Champs-Élyséens, etc. Enfin, bref. Ouais, c'est une mauvaise idée, mais bien présentée. Voilà, c'est ça. C'est comme YouTube. Hein. À partir du moment où il y a un peu d'effet, ça passe bien. Du coup, 16-2. 16-2, arrive le moment le plus important du tournoi, le resto du samedi soir. Le resto du samedi soir, donc Flo qui est parti, qui est rentré quand même, parce que il faut savoir que le tournoi tombait sur l'anniversaire de son fils.
Donc, on remercie Jen de nous l'avoir laissé quand même sur le tournoi. Merci. Merci pour le prêt. Et du coup, oui, donc il est rentré. Nous, donc ma compagne et moi, on est venu au resto où je t'ai saoulé pendant, pendant une grande partie du repas. Et on a théorie amorisé avec à peu près toute la table. Oh, c'était tout Très très bon l'intérêt. resto. C'est tout l'intérêt du resto du samedi soir. C'est de dire n'importe quoi ensemble, etc. C'est pour ça, là, au prochain tournoi de Domazan, on inclura les repas dans le PAF et on mangera ensemble directement le soir. Ça permettra de continuer de s'insulter, de dire que l'adversaire a châté, etc. Sans rajouter une séparation avec la voiture entre les deux. Bon, bref, du coup, samedi soir, tu peux pas théoriser ton match. Alors, je sais plus à quelle heure j'ai fait le pairing. Est-ce que je l'avais déjà fait ou à ce moment-là Je sais plus. Alors, tu n'avais pas encore fait le pairing au moment du resto. C'est-à-dire que samedi soir, je ne peux pas théoriser. Je crois que tu as publié la liste à 23h et des brouettes. C'est moi, plutôt dans ma qu'Angoulême. tête- Angoulême, c'était 2h du mat et pourtant j'ai eu des likes, comme quoi les mecs étaient dessus. Et moi, dans ma tête, ça a fait un tour. C'est-à-dire, il y a Phil qui dit il faut pas théoriser et il faut pas se coucher tard. Il y a Corbac qui dit il faut pas théoriser, il faut pas se coucher tard. Après, tu arrives la gueule en biais le dimanche et tout ça. Ok. Je pose le téléphone, je dis je regarde pas. Bon, un quart d'heure après, j'étais en train de théoriser. Et je me rends compte avec beaucoup de peur de la liste de mes adversaires. Et ça me tient jusqu'à 2h30 à peu près. Donc autant dire que le dimanche matin, la gueule en vrac, j'étais là. Oh, l'excuse de la fatigue. L'excuse de la fatigue. On veut une contre-indication. On veut que ta compagne témoigne sous serment. Est-ce qu'en effet t'as théorisé c'est trop facile, c'est trop facile. Bon, Alors, j'ai théorisé, mais comme toute théorie, c'est que de la théorie, quoi. C'est-à-dire que absolument rien ne s'est passé comme on le prévoyait avec Flo. Oui, parce que j'ai théorisé tout seul en envoyant une flopée de messages à mon coéquipier qui était en train de dormir tranquillement. Et du coup, on tombe sur les tisseurs de ruines le dimanche matin. ouais. Donc, alors c'est amusant parce que vous allez affronter deux des. Alors, je crois qu'il y avait 4 ou 5 hommes bêtes sur le tournoi. Sur 48 joueurs. Vous en avez affronté deux. Vous étiez la troisième. Et la dernière, c'est le poil lisse sur lequel vous n'êtes pas tombé. Promis, il y avait autre chose que de l'homme bête. Hein. Quand tu regardes le truc, tu as l'impression que c'était un tournoi d'homme bête et de breto. Et d'ogre, mais non, c'est juste le hasard le hasard des rencontres. Mais ouais, il y a eu du poil sur les tables quasiment en continu. Ouais. Du coup, ouais, Wyvern et Nival, donc Nival qui est venu en homme bête, Wyvern qui est venu en breto. Hein. C'est un joueur breto, que ce soit en solo ou en équipe, il a fait bordel, il fait pas mal de tournois. Il est pour l'instant inscrit dans l'équipe du WTC français, donc il est chaud le bonhomme, il est chaud. Donc on a un petit, pareil, hein, le classique, level 3, Norumi de ruine, le fétiche. Une petite BSB qui est sur chariot, là, contrairement à toi, lui il est venu monter. 5 chiens, 5 gores parce qu'il le faut bien, 2 Razor Gore, un Tuskor Chariot, les 10 Gore qui servent toujours d'escorte au chaman et le Gorgon obligatoire. Et voilà, un côté exilé breto, pas de surprise. Alors là, ce coup-ci, c'est un baron, donc il a sorti la version du dessus avec la vertu de confiance, l'axe de la frontière, H de la frontière, pardon. Il a le petit loquette de syrienne, alors qui immunise au coup fatal ou aux blessures multiples. C'est quoi, je confonds les deux. Je crois que c'est blessures multiples celui-là. Et c'est l'armure qui immunise au coup fatal. Alors je dis Syrienne, oui, et ça se trouve en fait. Je sais plus. Enfin bon, bref, un truc qui emmerde en duel. Un petit paladin avec le corps de Frédémon, parce qu'il faut bien en mettre un. 5 chevaliers à pattes, 22 hommes d'armes à pied. Donc pareil, là on vise le seuil de déroute. 10 paysans avec une petite bannière. Alors apparemment pas anti-railleur. Je sais pas s'il est à jouer anti-railleur ou pas sur le week-end. J'ai plus ça en tête. Mais à première vue, c'était pas coché sur la liste. A-t-il triché? Faut-il le déclasser? Faut-il l'humilier? On en parlera au débrief. Et le petit chacal, 2 packs de 3 Pégases.
avec le vœu de l'exiler. Ah, plutôt viril en face. Alors, effectivement, plutôt viril, on va pas se mentir. Quand on en a parlé avec Flo le dimanche matin, on s'est regardé, on a fait bon. Alors, moi, je te propose, on se déploie en fond de cours et on voit ce qu'il nous envoie sur les dents. Parce que, on pensait plus se faire agresser qu'être les agresseurs cette fois. On s'installe et au moment de leur déploiement, ils prennent beaucoup de mesures. Et quand je dis beaucoup de mesures, c'est, comme tu disais, quand tu n'as pas l'habitude de jouer face à un Pégase Vanguard, tu ne le prends pas en compte. Là, on était dans on se déployait sur les largeurs de table. Et là, il les a pris en compte, il les a très bien pris en compte, c'est-à-dire qu'il s'est déployé en fond de table, il mesurait tout pour être sûr de ne pas être à portée. Il a utilisé ses Razorgore pour bloquer toutes les possibilités de comment ça s'appelle d'embouche, puisque en fait on ne pouvait pas faire d'embuscade sur les longueurs, on ne pouvait faire des embuscades que sur les largeurs. Donc il a joué, ils ont joué, pardon. Guillaume a un peu, c'est Guillaume je crois le prénom. Guillaume, Wyvern c'est Guillaume, ouais. Oui, a un peu mené la danse, mais son coéquipier et lui étaient très raccords là-dessus. Ils ont joué très très défensif. Le score s'en ressent, hein, du coup, puisqu'on aurait pu s'attendre à ce que deux armées de contact fassent au moins atteindre la déroute d'un côté ou de l'autre, ou à y chercher un peu plus de points. Et en fait, très peu. Au final, il y a les points des tonneaux, les points de mon général. Et on leur a pris 4 points, je ne sais plus comment, sûrement des généraux quelque part. Alors, général ou une GB normalement, ouais. Il n'y a que ça voilà. Sur le papier. Ça a été une partie assez difficile, c'est-à-dire que fidèle à lui-même, Flo, donc Arc, mon coéquipier, était malade le deuxième jour du tournoi, parce qu'il est malade à chaque fois qu'on fait un événement tôt, hein, que ce soit entre nous ou quoi que ce soit, il est toujours malade, donc là il avait mal de crâne pas possible, qu'il s'en est ressenti sur ses jets de dés, puisqu'il trouve le moyen de faire un 1 sur le seul moment où le paladin PGB était en face de sa bombarde. Il trouve le moyen de faire un 1 pour blesser, bon, c'est pas grave. On a eu de très mauvais jets de dés. On va pas se mentir, on a eu de très mauvais jets de dés. On a eu très peu de corps à corps au final, alors que c'est quand même deux armées qu'on s'attend à voir pousser au corps à corps. Et voilà, le score s'en ressent. Hein, 9 points au total ont été marqués sur la game. C'est au final assez peu par rapport aux 2 autres batailles qu'on avait menées. Ça a été donc nos adversaires ont mené la danse de manière défensive et nous ont obligés à se battre pour pouvoir accéder au corps à corps. Ouais, alors c'est des match-ups qui sont assez amusants et en général, bon là en plus c'est Humbet Broto versus Humbet Broto et les deux sont exilés, donc on est vraiment sur un miroir, pas tout à fait en termes de composition, mais un miroir d'armée. Et c'est un match-up qui est assez amusant, c'est le Lombet versus Broto, où on sait que le premier qui fait une connerie à trop s'exposer, il peut sortir de table, quoi. Parce que les deux sont capables de mettre suffisamment de patates dans la bouche de l'autre pour le calmer, les deux sont capables de faire un petit peu de magie pour le calmer là où il faut. Et des fois, ça donne des games Hombet versus Broto où il y a genre 2 charges dans la partie, mais c'est 2 charges qui vont où tout va jouer en fait. Et c'est super intéressant ce genre de match parce qu'en fait, voilà, ça joue à l'XP, ça joue à la mesure, ça joue à des choses comme ça. Et déjà souvent dans des games en points de victoire, en rétention de points, où au final les gros packs, les gros trucs, on va les sécuriser assez et ça va souvent se jouer à ah bah tiens, t'as tes paysans qu'on fuit, ça fait 55 points. T'as tes mecs qui sont réduits à 25, donc ouais, vous savez, j'ai mis 110 points, toi t'as mis combien 220. Ah bon, bien joué, victoire de ta part. Bien plus souvent qu'une énorme branlée avec une énorme mêlée générale, tout le monde se charge. Voilà, c'est pas Brevard quoi, c'est pas Brevard. Mais
Bon, et puis, est-ce que tu veux en parler ou pas? Alors, je suppose que c'est une manière d'introduire la prochaine game. Euh, alors, on va répéter tout ce que j'ai dit depuis le début. Une game, ça se prépare, ça se gagne ou ça se perd avant le déploiement. Nous, on était venus pour sortir notre meilleur jeu, éviter les erreurs stupides. Voilà, je crois que tout est dit. Voilà, donc vous avez ce moment-là, vous êtes en finale, vous affrontez une équipe qui a très bien scoré avec une liste vraiment sortie de nulle part, clairement, il y a du Centaure Taureau, il n'y a pas de mage, il y a une doublette de Manticore. Enfin, je veux dire, tu regardes la liste, tu dis, mais c'est pas possible, y a rien, y a rien qui répond au standard compétitif du moment. Bon, ok, Alors, vous vous étant, affrontez, étant donné que dans cette discussion entre toi et moi, il y a toi qui théorise et moi qui me suis pris cette armée dans les dents, il n'y a peut-être pas grand-chose de théoriquement dans les standards des tournois, mais on en a parlé, ils font pas de tir, ils font pas de magie, mais alors ce qu'ils font, c'est le corps à corps, et ils le font bien. Alors, cette bataille, comment dire? Alors, la première bataille, moi j'avais bossé le déploiement, la liste adverse, à partir du dimanche soir, donc précédent, jusqu'au samedi matin. La deuxième bataille, j'ai bossé la liste adverse dès qu'elle est sortie sur la pause entre midi et deux. Troisième bataille, j'ai théorisé la liste adverse pendant 2 heures, de minuit et demi à 2h30. La quatrième bataille, dès que le pairing est sorti, j'ai passé mon temps à chercher où est-ce que, avec quelle équipe on pouvait échanger parce que on avait déjà joué sur cette table. Bon, j'ai laissé sortir le compétiteur et je l'ai remplacé par le mec qui était venu en convention et qui voulait juste passer du bon temps. On va pas se mentir, ce fut la première erreur. alors n'oubliez pas, la victoire ne demande aucune explication, la défaite n'en permet aucune. Je vais quand même en fournir quelques-unes. Non, honnêtement, oui. Au début de cette bataille, on est à 40 points plus la peinture. Et Carcy Quest est à 40 points aussi. Donc je suis allé voir Flo, j'ai fait, bon, en vrai, on a le podium quasi assuré à partir du moment où on score un peu. La partie importante, c'est où on score un peu. Du coup, peut-être on n'est pas obligé d'y aller à fond. Flo, qui était malade, me dit ce serait bien quand même d'y aller à fond, mais vas-y, fais comme tu veux, de toute façon, je suis pas en état. Bon. Du coup, on n'y est pas allé à fond. Du coup, ça se voit qu'on n'y est pas allé à fond. Sur le déploiement, j'ai fait que de la merde. Pardon, tu vas être strike pour ça. J'ai fait un très mauvais déploiement. Alors, non, alors, juste pour information, mais l'algorithme de YouTube, dès les premières vidéos françaises, a arrêté de striker les mots comme merde, putain, etc. parce qu'il a accepté que ça faisait partie du langage. Donc, non, il n'y aura pas de strike. Tant qu'on Très ne bien. part pas dans l'apologie d'un moustachu quelconque ou qu'il n'y a pas trop de pornographie, on s'en sort plutôt pas mal sur le YouTube français. On fait partie des plus libres, en tout cas par rapport à l'algorithme. Bon, très bien, je m'en serais voulu. Mais du coup, ouais, très, très, très mauvais déploiement. Je, je lâche l'emplacement de mon chaman alors que j'avais largement de quoi déployer avant, ce qui fait qu'il peut répondre ils peuvent se déployer en réponse. Enfin, non, j'ai très très mal géré le déploiement. Flo à côté de moi était à moitié en train de mourir, en train de me dire t'es sûr c'est une bonne idée? Moi, mais si, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Bon, excellemment mauvais déploiement, excellemment mauvaise étude de la liste en amont, et on va pas se mentir, des mauvais jets de dés.
quand je parle de mauvais jet de dés, je parle de mauvais jet de dés en mode bon, allez, c'est parti, on va lancer pour savoir qui commence. On lance, et là, je lève les yeux et je vois que Flo n'avait pas encore fait son mouvement d'avant-garde, en fait, et que j'ai lancé beaucoup trop tôt. Voilà, Flo, encore une fois et publiquement, je m'excuse pour ce move. Vraiment. J'en suis vraiment désolé. Bon, on vous le rappelle, c'est pas un détail, mais les mouvements d'avant-garde se font avant le jet pour savoir qui joue en premier. Donc, c'est-à-dire que si tu t'exposes, bah, tu as soit deux chances sur 3 si tu as le plus 1 pour commencer d'avoir le toss. S'il n'y a pas de plus 1, bah, c'est une chance sur 2. Donc autant vous dire que c'est un jeu où les risques se prennent dans tout état de cause sur The Old World. Bon, des fois, tu te trompes d'ordre et tu lances le dé et bah, ça dépend comment. Voilà, soit tu négocies avec ton adversaire en disant bah écoute, j'ai fait comment on fait Et là, vous avez été très 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 fair play. Vous avez dit bah écoute, on a merdé, on a lancé le dé. Tant pis, on fait pas d'avant-garde. Et ça, pour ça, bien joué à vous. Parce que je connais beaucoup de joueurs qui auraient fait les yeux doux à leur adversaire une fois que le dé avait été lancé, quoi. Si tu avais fait 6, il est possible que tu dises à ton adversaire attends, mon 6 ne compte pas, vas-y, on fait le mouvement d'avant-garde. Des fois, il passe. Là, je sais pas ce qu'avait fait le résultat de ton dé, mais. On avait récupéré le T1 malgré leur plus 1. Ils nous ont proposé de la refaire et de faire notre mouvement d'avant-garde. J'ai fait, en vrai, c'est super sympa de leur part, vraiment. C'était très fair-play de leur part, mais on avait fait une erreur. Durant les 3 games précédentes, on a aussi profité des erreurs de nos adversaires, que ce soit des erreurs de placement. Ils ont joué trop vite, ils sont passés à une phase, à la phase de corps à corps, ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas fait le bon mouvement 2 phases avant. Bon, c'est des choses sur lesquelles tu reviens ou pas en fonction de l'adversaire et de l'entente que tu as. Là, on avait fait une erreur. À un moment, on ne peut pas à la fois profiter des erreurs de l'adversaire et demander à ce que les nôtres soient corrigées et pardonnées. Donc, on a joué, hein. Enfin, joué. Ils ont joué. C'était si violent que ça. On dirait le compte rendu d'un mec qui s'est fait renverser par un troupeau de gnous. C'est Mufasa qui parle là. Et 2 troupeaux de gnous pour le coup. Parce qu'il y avait le troupeau de gnous de l'armée d'en face et il y avait le troupeau de gnous du scénario. Le scénario faisait que les unités les plus chères de chaque armée n'étaient pas déployées sur table, mais arrivaient selon les règles de réserve du scénario. Donc moi, je commençais sans mon Gorgon, et Flo, il commençait sans ses Pégases. Voilà. Mais ça, on le savait. C'est-à-dire qu'on avait prévu que c'était ces unités-là, on le savait, on avait accepté ça. En face, il n'avait pas ses arbalétriers et, il me semble, ses centaures taureaux. Sauf que nous, sans le Gorgon et les Pégases, notre force de frappe, elle est vraiment réduite. Eux, pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait la classique au T1 de faire disparaître les chevaliers sur sang-froid grâce à un Viltide. Ça, c'est le move classique obligatoire homme-bête versus elfe noir. Hein. Mais en face, il y avait le Taurouk qui a pu se déployer face à mon chaman à cause de mon erreur de déployer mon chausson trop tôt. Et en face, il y avait aussi 2 manticores qui causent la terreur. Et quand les dés, tout fraîchement acquis, décident de faire des 5 et 6 seulement pour les tests de commandement, et la terreur, c'est très problématique. Je crois que tour 2, il n'y avait plus que mon chariot à moi qui n'était pas soit en fuite, soit détruit. Pas mal. Bon, c'est un bon premier tour de l'adversaire, du coup. C'est un très bon premier tour de l'adversaire, qui en plus a eu ses renforts tour 3, là où je les ai eus. Il a eu ses renforts au premier tour où ils doivent apparaître, et moi je les ai eus au dernier tour où ils doivent apparaître.
C'est ça, ils arrivent sur 4+ au T2 et sinon ils arrivaient au T3, ouais. C'est ça. Et j'avais mes gores en embuscade qui sont arrivés au 4e tour. Non, vraiment, on a tout le monde qui est arrivé goutte à goutte. Bon, bah, ils se sont fait plaisir, ils ont mangé les trucs goutte à goutte, quoi. Non, non, on va pas se mentir, c'est une game à sens unique. Je crois qu'on a joué 1h30 et après on s'est serré la main et on a dit bon, en vrai, c'est la dernière journée du tournoi et si on allait profiter des très belles tables et de nos copains qui sont en train de jouer, puisque ici, bah, c'est plié, en fait, c'est juste plié. Ouais, des fois, ouais. Ce scénar-là a été fait Bah, pour ça, hein, a été fait, on l'a bougé comme ça de manière à ce que les unités les plus fortes, donc souvent qui ont le plus d'impact dans le jeu, soient ralenties pour encourager à temporiser. Mais c'est vrai que si toi en plus tu avais Tégor qui était en embuscade et pas directement sur la table, etc., vous avez joué avec peut-être 500 points sur table versus 1005. Forcément, si en plus tu rajoutes une boulette au déploiement, t'as beau one-shot les chevalets sur sang-froid, mais c'est normal, c'est un move signature, comme tu l'as dit, hein, des hommes bêtes. Ouais, c'est dur. C'est clairement dur. alors, j'appelle pas ça une boulette, j'appelle ça une très grosse boulette. Et comme tu as dit, c'était un scénario fait pour limiter l'impact des choses qui coûtent cher. Sauf que des choses qui coûtent cher dans mon armée, j'en ai deux. J'ai le Gorgon et j'ai le Chaman. Flo, donc Arc, il a le gros pack et bah, le Paladin tout seul, on va pas se mentir, il a de l'impact mais pas tant. Sauf qu'en face, des trucs qui coûtent cher, il y avait le Taurouk, l'Orque Noir sur chariot et les deux Manticores. Ça fait du monde. Mais je crois que c'est. Alors, ils me confirmeront si j'ai une connerie ou pas, mais cette équipe-là, en fait, ils jouent dans un club où ils ne jouent ces scénars-là quasiment. Enfin, ils jouent quasiment que ces scénars-là depuis quelques temps. Et du coup, bah, ils ont bien traîné le format. Et ils ont fait des résultats qui démontrent que ouais, ils savent de quoi ils parlent sur ce format-là. Donc, alors je crois qu'ils ont changé quelques trucs. Hein. Ils ont changé la manière dont les points sont comptés. Je crois qu'ils ont réduit la déroute, augmenté les autres, etc. Mais ouais, ils ont été violents. Et en plus, moi j'ai pris un retour de karma magnifique, hein, parce que au niveau du Wheezy, il y a eu un sujet, il m'a envoyé, parce qu'en fait il a des vieux centaures taureaux qui sont en Magnifique. armure légère, bouclier et arme lourde. Et du coup il me dit ouais mais je suis emmerdé, maintenant avec le stuff je peux pas les équiper comme ça, ils sont en armure lourde et c'est soit le bouclier, soit l'arme lourde. Et je lui ai quand même dit, et là c'est pas sans fierté que je rappelle cette phrase, je mettrai sûrement le screen là en edit. De toute façon, alors déjà ça passe, parce que armure légère et bouclier, c'est comme une armure lourde au final. Et de toute façon, quand tu joues des centaures taureaux, c'est pas pour la gagne. Voilà. Preuve. À la preuve. Si vous voulez des conseils sur la crypto-monnaie, vous inquiétez pas, je suis là aussi, hein, je fais tout. Voyance, retour de l'être aimé, réparation des ordinateurs, c'est... Voilà, le visionnaire. Eh oui, donc ouais, vraiment comme, bah, c'est très simple, tu l'as dit, ils s'entraînent sur ce scénario. L'habitude, ça crée des automatismes, ça crée plus d'efficacité. Ça veut dire que face à une situation que tu as l'habitude de voir, tu vas passer moins de temps à cogiter dessus. Du coup, bah, tu auras plus comment ça s'appelle, de ressources disponibles pour cogiter sur d'autres choses. Bon, on va pas se mentir, face à nous, il n'y a pas eu à cogiter longtemps. Hein. Euh, non, non, mais enfin vraiment, ça, il y a 22, tous les points sont de leur fait. C'est-à-dire que les 20 points, c'est parce qu'il y a les 10 points de déroute, parce qu'ils ont détruit nos deux PGB, parce qu'ils ont détruit nos deux généraux et parce qu'ils avaient le plus de tonneaux. Et nos 2 points, c'est parce que eux n'avaient pas de PGB. Vraiment, tous les points sont de leur fait. Donc, il n'y a pas eu à cogiter longtemps dans la game. Hein. Ah, c'est... Bah, bon. Malgré cette défaite, au final, vous finissez pas trop mal, je crois. Alors, on finit même excessivement bien, même si j'avoue que, donc petit rappel, j'avais dit à Flo juste avant la game, il nous suffit de scorer un tout petit peu et on s'assure le podium. Bon, 1h30 après, on est à 2,20. Donc, j'appelle pas ça scorer un tout petit peu, j'appelle ça pas scorer du tout.
Et le podium, il ne nous est pas du tout assuré. Alors, on va pas se mentir, Flo, il avait un objectif, c'était ramener un trophée, parce que parmi les trophées, il y avait un homme bête, et qu'il a dit, bon bah allez, on le ramène pour toi. Bon bah moi j'avais l'air con là à dire, tu sais, t'avais tout prévu, on a trop bien joué 3 games, et bah, j'ai tout saboté à la 4e. Mais finalement, les classements faisant, on s'en est excessivement bien sorti et on a effectivement raflé la 3e place. Donc on a quand même bien scoré. On va pas se mentir, on a quand même été efficace sur le tour. Alors c'est un détail. Bon, la première ronde en général, elle est un petit peu punitive parce que des fois il y a des joueurs qui débutent, etc., qui découvrent le jeu et qui prennent des listes avec leur niveau de composition qui sont un petit peu trop décalés ou des choses comme ça. Je parle sur l'ensemble des tournois de V2 qu'on a fait avec ce système-là. Mais il y a beaucoup de games en fait où il va y avoir du 3-3, du 1-1, etc. Les deux armées vont se nuller, vont galérer à aller chercher la déroute, etc. Donc l'air de rien, avoir déjà 2 games où vous avez fait dérouter votre adversaire, bah, c'est ce qu'on a vu globalement. C'est que sur 4 games en général, vu que la note de peinture en général elle est assez cool, pour info on est sur une note de peinture, à partir du moment où vos deux armées sont peintes sans foutage de gueule, vous avez déjà 10 sur 20 quoi qu'il arrive. Donc on n'est pas dans des notes de peinture comme on a eu pendant des années sur les tournois où ouais, t'es pas en tabletop, ouais, ça vaut 6 sur 20. Ah ouais, enculé. Et ah ouais, je l'ai vécu. Ou des tournois où t'avais de la grille de peinture, où en fait il fallait utiliser un certain nombre de techniques pour avoir les points. Et du coup, t'avais des mecs comme moi qui peignent, qui ont que des mains gauches avec que des pouces, qui font des armées qui ont un rendu un petit peu bizarre, mais qui, bah non, désolé, ouais, mais regarde, tu dis là il faut des linings, là j'ai fait des linings sur toutes mes armes, sur toutes mes catapultes shuriken. Là, il faut de la conversion. Regarde, toutes mes fixes sont converties. Ouais, j'ai mélangé des elfes sylvains et des eldar. Je suis un génie. Et qui cochait toutes les cases et qui se retrouvait avec un 19 sur 20 en peinture, alors que l'armée était 10 fois moins belle que les 2 tiers des armées qui étaient présentes, mais qui avaient, elles, des 12, 13, 14, parce qu'il n'y avait pas toutes les cases de cocher, quoi. Et donc, ce système-là est vraiment cool. On note en faveur des joueurs et des armées. Ce qui fait qu'au final, bah, à partir du moment où vous assurez une trentaine, ou allez, je crois que c'est 35 points, plus la note de peinture, vous êtes quasiment sûr de faire un podium. Alors bien sûr, il y a des contre-exemples, et plus il y a de joueurs, moi c'est vrai, hein, parce que plus il y a de joueurs dans le tournoi, plus les scores sont facilement faisables. Mais ouais, là vous avez pu mettre deux bons points, un 21 et 16-2 à la première. Donc ça veut dire que bah, vous avez déjà mis 40 points au final avec la troisième, alors que la troisième est plus standard parce que c'est une égalité. C'est une égalité sur. Enfin, c'est très égal, pardon. C'est pas une égalité, mais c'est très égal en termes de score. 4-5, c'est une égalité. Donc, même si vous avez été puni à la dernière, bah, vous avez pris suffisamment d'avance, plus une note de peinture qui n'était pas horrible de mémoire. Je l'ai plus en tête. Mais ça vous permet de faire un podium qui est amplement mérité, les gars. Faut pas cracher dessus du tout. Même s'il y a eu boulette, au final, il y aurait eu boulette. Oui, s'ils avaient foutu leur pack à portée de charge au T1 avec l'avant-garde des Pégases, etc. Là, c'était un mec solitaire. Bon, est-ce que c'était vraiment si grave? Pas forcément. Ça aurait été mieux de le faire, mais pas forcément beaucoup plus grave, quoi. Bah, comme tu dis, en fait, nous, les 2 premières games nous ont beaucoup surpris parce que, en fait, sur les parties d'entraînement qu'on a faites, on n'a jamais atteint la déroute. Voilà, on n'a jamais réussi à atteindre la déroute. Là, 2 premières games, on atteint la déroute. C'est pour ça, hein, nous, on avait prévu 30 points de. Enfin, moi, j'avais prévu 30 points de game parce que pour moi, 30 points de game, ça voulait dire 7 ou 8 points à chaque partie, sachant que dans tous les tests qu'on avait fait, on n'avait jamais atteint la déroute, 7 ou 8 points, c'était quand même pas simple à avoir. Et en fait, effectivement, la déroute, ça aide. 36 points fin de la première journée, bon, 42 fin de la deuxième. Ça montre bien quand même qu'il y a eu aussi un équilibrage face aux adversaires. Bah, de toute façon, c'est le cercle vertueux de la ronde suisse. C'est pour ça que je défendrai jamais assez la ronde suisse avec un système de clés secondaires. Les games se durcissent quand tu joues le podium et s'adoucissent quand tu ne le joues pas.
Et c'est l'intérêt, en fait, les deux premières games en général peuvent être un petit peu liés au hasard, donc les hasards de la ronde suisse, des appariements aléatoires, etc. Même si là il y a une note de compo qui est censée équilibrer un peu le truc. Bon, au final, bon, tu me diras, comme tu le disais à la première, ça aurait dû être un 10-1. Et encore en mettant une grosse boulette contre un joueur qui débute, hein, qui connaissait pas, à mon avis, qui ne devait pas connaître la prise à la gorge des Pégases dans ce genre de match. Bon, c'est un petit peu surnaturel, mais ça aurait été être un 10-1. Et j'ai réussi à perdre le fil, mais voilà, voilà, la ronde suisse en fait est très bien faite, et c'est pour ça que je suis un grand défenseur de. Alors, c'est l'une des discussions qui est à la mode, hein, sur les Discord actuellement, avec l'appariement, la disponibilité. C'est-à-dire, si tu es dispo, que tu as le bon nombre de victoires, tu joues contre le premier mec dispo, etc. Moi, je connais que le côté négatif des gens, si tu veux. Donc, je sais que les mecs vont faire semblant d'aller pisser pour pas jouer contre un match-up négatif, parce que l'humain est ce qu'il est. Mais voilà, je suis un grand défenseur de la ronde suisse, vraiment avec une clé d'appariement secondaire, tertiaire s'il faut, donc des points de partie, des notes de composition, etc., de manière à ce que ce soit le plus juste possible. Ça permet surtout que les mecs passent des bonnes games. Alors, c'est un détail, mais quand on passait d'une salle à l'autre, donc si tu te souviens, donc il y avait la salle la plus fermée entre les fûts, donc il y avait les tables 1, 2, 3, 4, 5, si je dis pas de bêtises, peut-être même jusqu'à 6, où là ça jouait le podium. Les mecs qui étaient assis, ça parlait peu. T'allais dans l'autre salle, ça déconnait, ça racontait des conneries, ça payait des bières en cours de game, etc. Enfin, il y avait le côté deux salles, deux ambiances, hein, de certaines boîtes de nuit. Donc c'était assez amusant. Et bon, allez, j'arrête mon monologue maintenant. Là, je vais te laisser parler. Qu'est-ce que tu as pensé du tournoi? Qu'est-ce que tu as pensé des choses? Sachant que je balance un spoiler que j'ai déjà balancé suite au tournoi de bordel, les tonneaux vont disparaître du système de scoring primaire, parce qu'on a vu trop d'aléatoires, trop de calculs en fait avec certains joueurs qui avaient un gros coup de chat sur le toss et qui arrivaient à scorer, s'il y avait 7 décors qui en scoraient 4 et qui tuaient un petit peu la game là-dessus. Donc on a été un petit peu, on n'a pas été très satisfait des retours par rapport aux deux tournois. Donc même si t'en dis du bien, sache que le format le scoring des tonneaux va disparaître. Bref, je me tais. Vas-y, je te laisse débriefer. Très bien. Alors moi, donc comme on l'a dit en début de vidéo, hein, moi, ça a été mon premier tournoi, mes premiers pas dans le monde compétitif. Et j'ai adoré. J'ai adoré autant la première journée qui était un peu plus légère, entre guillemets, qui permettait de se mettre dans le bain. Bon, aussi parce qu'on est tombé contre des adversaires qui ne jouaient pas le podium, pour le coup. Alors nous, on jouait pas le podium, mais on jouait la gagne. C'est-à-dire, on jouait, comme j'avais expliqué, on jouait pour sortir notre meilleur jeu. Éviter les erreurs, tout ça. Donc, on avait quand même un objectif de scoring, entre guillemets, mais de scoring vis-à-vis de nous. Donc, moi, j'ai vraiment adoré. Donc, première journée qui a été un peu plus détente. Deuxième journée, beaucoup plus intensive sur le plan intellectuel parce qu'il fallait tenir déjà. On se le dit pas assez, mais en fait, 2 jours de jeu, c'est intense, ça fatigue. Si en plus tu théories Hammerise jusqu'à 2h du matin, ça fatigue encore plus. Mais voilà, c'est pas pour rien aussi que la 4e game, elle a été prise un peu plus par-dessus la jambe de mon côté. C'est parce que je pense que j'en avais marre. J'en avais marre de réfléchir et d'être à ce point dans l'optimisation et tout ça. Il faut que je travaille mon mental pour être efficace sur la longueur. Et voilà, mais j'ai bien aimé les deux côtés qui sont mis en avant. C'est-à-dire, il y a le côté événement, parce que c'est hyper plaisant de jouer sur des superbes tables, avec, on va pas se mentir, avec des personnalités, que ce soit toi, que ce soit Phil, que ce soit Waramateur. Je veux dire, c'est des gens qu'on connaît tous, entre guillemets, sans les connaître. Ça fait énormément de plaisir de vous croiser dans la vraie vie. Ça fait énormément plaisir de croiser Xavier qui n'est pas en plein tilt. Parce que moi, le seul retour que j'avais, c'était lui d'Angoulême. Et il me faisait peur, on va pas se mentir. J'ai découvert un Xavier vraiment hyper sympa. Donc, une très bonne découverte. C'était vraiment très très plaisant de le voir comme ça. Et je dis pas ça parce qu'il habite pas loin de chez moi et qu'il peut me casser la gueule si jamais je dis du mal. C'est promis.
C'est pas un détail. Il est impressionnant hein, physiquement, le Xavier. Hein. Je veux dire, on se rend pas compte hein, quand on le voit chez Phil, etc. Moi, je me dis, ouais, bon, c'est un chauve comme les autres. Putain, tu le croises en vrai, l'enculé. Oh la vache. Mais ouais, il avait clairement tilté sur Angoulême, et c'était même très amusant, parce que même quand on a tourné, peut-être 10 jours ou 15 jours après, il était encore salé du truc. Et en fait, on en a parlé, c'est aussi, bah voilà, il avait vachement théorisé le jeu. Enfin, j'avais dormi dans la pièce d'à côté de chez lui quand on avait fait Angoulême. Pareil, jusqu'à 2 h du matin, il était avec Volkern. Ouais, si, mais regarde, on peut faire ça. Attends, je vais checker les règles de l'Arche des âmes damnées, ça fait ci, ça fait ça, machin. Alors qu'ils avaient 2 games de The Old World dans les pattes. Et ils ont eu le malheur, en fait, de gagner leur première ronde. C'est-à-dire de marquer plus de points, malgré des trucs où ils subissaient encore un petit peu les règles. Ils connaissaient pas le tiers des règles de base du jeu. Et en fait, tu vois, ils ont eu un petit ascenseur émotionnel en mode attends, on est capable de le faire. Et ils sont tombés sur, alors, je crois que c'est la deuxième ronde, hein, contre Cacique et Val, qui eux sont des joueurs de tournoi aguerris, contrairement à Volkern et à Xavier, donc qui ont l'habitude de la psycho aussi autour de la table. Tu sais, les petites phrases, quand le mec place un truc, etc., quand le mec fait une boulette, quand tu fais une boulette en assaut, bah, le mec va te dire vas-y, c'est pas grave, on s'en fout. Quand tu fais une boulette en tournoi, le mec il fait ah ouais, c'est con, tu vois, c'est une manière de te dire ouais, non, je te laisserai pas revenir en arrière. Et clairement, c'est quand t'es pas habitué, en plus que tu as cet ascenseur émotionnel, que tu te sentais meilleur que ce que tu étais vraiment, ah, tu te prends une claque dans la tronche et ça fait mal, ça fait méga mal. Surtout qu'en plus, ils prennent une liste qui était bien pensée, qui jouait aussi au maximum sur les trucs, hein, qui jouait Broto exilé, donc tu sais à quel point c'est explosif, et une liste de l'Empire à côté, donc des bons canons, une bonne gunline pour appuyer et faire que t'as tendance à te paquer pour esquiver les pruneaux, pour esquiver les charges de Pégase. Et du coup, tu te retrouves paqué et tu te prends des tirs croisés de grands canons dans la bouche. T'as envie de pleurer. Donc voilà, ils ont pris cher et c'est ça en fait qui l'a fait tilter. Mais c'est un mec qui est adorable, qui est super impliqué dans sa communauté, qui a fait énormément de choses. Mais voilà, encore une fois, le personnage que vous voyez sur YouTube ou sur certains débriefs, etc., encore une fois, on met en exergue les points saillants de chaque personnalité. On reste des couillons qui peignons des figurines et les mettons sur la table en hurlant, en lançant les dés, quoi. Donc faut toujours relativiser ces sujets-là. Voilà, pardon, je t'ai coupé. Et il y a aucun problème, et du coup, ça permet aussi de revenir du coup sur l'orga. L'orga, que ce soit la team orga, que ce soit Phil, toi, ou je suis désolé, j'ai plus son prénom de Forge 3D. Vraiment, c'était. Enfin, il n'y avait rien à dire. Le repas aussi du midi, le food truck était vraiment super bon. L'équipe de. Alors, quand je dis l'équipe, c'est les habitués de Domazan, hein, ceux qui jouent là-bas, qui pareil vous ont filé des coups de main pour la buvette et tout. Enfin, vraiment, c'était smooth. Tout est passé crème. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre. Tout est passé dans une super entente, super bon enfant. Juste eu besoin de rappeler, parce que le samedi, il faisait beau, de dire aux gens, bon, en vrai, la ronde, elle va commencer, les gars, donc c'est bien, il fait beau dehors, mais là, il faut rentrer, parce que faut jouer quand même un petit peu. Mais enfin, vraiment, c'était une ambiance détente excessivement plaisante. Moi, je re-signe pour des tournois comme ça, n'importe quand, en fait. Hein. C'est pas pour rien que je suis un peu aguiché par votre annonce de ligue. Hein. Il va y en avoir d'autres. Donc, non, c'est cool. On est vraiment content de ce qui s'est passé. Comme tu l'as dit, l'équipe de Rouen. Alors, Forge 3D était juste partenaire de l'émission, il n'était pas orga, mais ça lui fera plaisir. Bisous aux Corses, s'il regarde les émissions. Mais ouais, il y a des choses. Et donc, ouais, un grand merci à l'équipe de Domazan, Rouen, Romain, je vais oublier les noms. Donc, je vais juste dire l'équipe de Domazan, sachant que Lorient, je ne t'ai pas oublié, ton Pégase Noir arrive en juin. Désolé. Ici Old World, du coup, qu'est-ce que t'en penses au bout de presque un an de jeu pour toi? Eh ben alors, au bout de presque un an de jeu, moi, The Old World, il est tout ce que je veux maintenant. C'est-à-dire que peut-être à l'époque où j'étais plus jeune, me mettre à Battle en étant joueur de 40K, donc on va pas dire
un peu moins stratégique quand même, un peu plus bourrin. Ça reste stratégique, mais ça l'est un peu moins. Là, aujourd'hui, c'est tout ce que je recherche dans un jeu de filles. Il y a de la stratégie, il y a des règles qui, quand elles sont suivies et toutes suivies, sont bien pensées et te permettent d'énormes possibilités, en fait, qui ne sont pas toutes exploitées. Je pense que c'est le gros défaut, en fait, aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens mixent les règles avec ce qu'ils pensent savoir et ce dont ils se souviennent d'autres versions. J'ai l'avantage de ne pas avoir ça, puisque c'est la première version d'un jeu régimentaire auquel je joue. Donc, j'ai l'avantage d'être moins biaisé. Et je trouve que, bah ouais, alors, il y a des choses qui sortent du lot, bien sûr, mais ça reste équilibré si on arrive à exploiter les forces et faiblesses de sa propre armée. Ça pousse à connaître celle de l'adversaire, c'est-à-dire c'est pas juste, ben voilà, je sais plus dans quelle vidéo tu disais dans AOS, ben voilà, tu as les datasheets un quart d'heure avant et ça te suffit pour appréhender l'armée de ton adversaire. Eh ben non, là c'est un jeu qui demande de la réflexion en amont, qui demande de la réflexion pendant. Moi, c'est tout ce que je recherche actuellement, c'est-à-dire de la stratégie et de l'aléatoire. On peut avoir la meilleure stratégie, si tu sors pas les 1 quand il faut et pas les 6 quand il faut, bah tout va s'effondrer. Mais ouais, moi j'en suis très très content et je regrette pas d'avoir sauté le pas et d'être passé au socle carré. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah écoute, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as une association où tu vas jouer et on te croise de temps en temps? Est-ce que tu veux remercier madame d'avoir la patience de te supporter quand tu fais des tournois en week-end Alors, plus que de me supporter, de m'accompagner, hein, ne l'oublions pas, et de me faire mes petites mascottes. Hein, il y en a une qui trône juste là, normalement, juste au-dessus de moi, qui est donc un minotaure en crochet qui m'a accompagné pendant toute la durée du tournoi, qui m'a porté chance. Non, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une compagne qui me comprend, parce qu'on va pas mentir, c'est un hobby qui prend de la place et du temps. Hein. Là, j'ai les yeux qui circulent depuis tout à l'heure face à mes 5 armoires remplies de figurines. Donc ouais, c'est un hobby qui prend de la place et qui prend du temps, mais qui nous offre quand même d'excellents moments, on va pas se mentir, et de superbes rencontres, donc faut continuer. Ouais, ça marche. Bah écoute, merci à toi, merci à vous si vous êtes encore là. Comme d'hab, c'est les outros beaucoup trop longs que personne ne regarde en 2025. Du coup, pensez à liker, vous abonner, partager dans vos différents groupes, vos réseaux, vos Discord, vos Facebook d'assaut, vos WhatsApp, l'intégralité. Pensez à balancer, ça nous donne de la visibilité. La visibilité, c'est très important sur YouTube. Pensez à rejoindre le Discord sur la baguette où on organise plein de trucs. Du tournoi en ligne, là on a un tournoi en ligne qui commence le 26 mai, tournoi en solo qu'on joue sur Warhol. Avec en plus actuellement sur le Discord un sondage pour savoir quelle armée je vais jouer. Donc je vous déteste. Là, apparemment c'est une égalité entre hommes lézards ou démons. Donc je viens de devoir sortir les doigts pour sortir un truc crédible. Donc voilà, on suit les actualités, les trucs de la chaîne, etc. Bref, venez sur le Discord, on y est bien. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.